Alright, fait que deuxième épisode de cette nouvelle saison du podcast. Un invité, un membre de l'équipe d'MVP, il va maintenant en avoir un à chaque mois. C'est la première fois qu'on reçoit Coach Hunz. Comme Bam a très bien dit tantôt, guess who's back? Fait que he's not back parce que c'est la première fois, mais there you go. Fait que William Hunzel, coach chez MVP depuis plus d'un an, est avec Bam et moi sur le podcast. Hunz, rapidement, même si tu veux parler, que le monde entende ta voix, qu'il sache t'es qui quickly. Là. What's up tout le monde? Mon nom c'est William Hunzel, fait que coach Hunz de mon côté. Puis expérience personnelle, j'ai joué à Telford Mines, je suis un joueur de ligne défensif de base dans ma carrière, puis ça ressemble à ça un petit peu. Ça fait un an et demi, un an et trois mois officiellement, je pense. Novembre 2023 ont été tes Ouais. débuts. Je pense que c'est le 8 novembre, si je ne m'abuse. Yes, exactement. There you go. There you go. Ça fait plus longtemps que tu es là que Bam, avec son intérim, où est-ce qu'il a quitté. Exact. Alright. Sans plus tarder, je veux qu'on se lance dans le sujet du jour. OK. Fait que l'objectif aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on veut parler avec toi, Hunz, puis Bam et moi, on en avait discuté d'avance, c'est qu'on vienne parler de l'importance puis l'impact du buy-in dans ce qu'on fait. Fait que ce soit le training, que ce soit la nutrition, quoi que ce soit d'autre, l'importance du buy-in, quel impact ça a sur les résultats qu'un athlète va avoir, mais aussi, comment est-ce que toi, tu génères du buy-in avec des athlètes que tu coaches? Parce que, man, t'es le coach qui coach le plus d'athlètes chez MVP, right? Tu fais ça full-time, t'as beaucoup d'athlètes que t'aides, puis man, tu réussis à faire une belle job, puis tu sais, la raison pour qu'on a choisi ce sujet-là pour toi, c'est parce que le feedback qui revient, c'est que la relation puis le buy-in que tu as avec les athlètes est excellent. Fait que là, on est comme, bon, on va aller à la source, on va trouver le GOAT du buy-in pour en parler. Puis là, je mets de la pression. Puis l'objectif, c'est pas que ce soit une entrevue à trois, une entrevue de toi. Je veux qu'on ait une conversation à trois par rapport à nos expériences et ainsi de suite. Yes. Fait que, Bam, peut-être si tu veux t'imposer pour la première fois. Écoute, tu l'as bien dit, puis je vais y aller avec un signe qu'on se dit souvent, là, toi et moi, quand on parle de training, puis il n'y a pas de plan d'entraînement parfait. C'est la même chose pour n'importe quel type de plan, whatever, mais il y a un plan parfait pour chaque personne. Mm-hmm. Moi, quand j'entraîne quelqu'un, mon objectif, c'est de déterminer avec l'athlète c'est quoi que lui, il peut faire, qu'est-ce qu'il y a disponible dans son environnement, est-ce qu'il y a un gym chez eux, est-ce qu'il habite proche d'un turf ou c'est plus compliqué d'aller à un turf pour voir c'est quoi l'agencement des sessions qu'on peut faire pour l'amener le plus rapidement possible à ses objectifs. Comme Stan Efferding le dit si bien, c'est compliance is the science. Puis notre rôle en tant que coach, c'est un de nos rôles en tant que coach, c'est d'assurer qu'on a une structure puis quelque chose qui est faisable puis plaisant pour l'athlète pour qu'il soit capable de le répéter puis avoir une certaine constance avec ça. Puis, tu sais, comme tu le disais, il n'y a pas de plan parfait. Puis même pour un individu, des fois, tu peux avoir un plan. Puis ça, je pense que c'est là où est-ce que je pense qu'on devrait commencer la conversation. Mais tu peux très bien avoir un plan moins que parfait puis avoir d'excellents résultats. Ah, Tu peux vraiment, avoir ça arrive tout le temps. Puis même à l'inverse, je vois souvent du monde qui font des plans tout croche d'entraînement. Ou est-ce que moi, jamais de ma vie, je ferais faire ça à mes enfants? OK? Je serais comme, non, toi, ma fille, tu ne feras pas ça. Et les athlètes sont capables d'avoir des résultats pareils. Parce que s'il y a un bon buy-in, je pense qu'on va le dire souvent aujourd'hui, s'il y a un bon buy-in, s'il est intense dans ses sessions, s'il ne skippe pas ses sessions, ben, à un moment donné, son corps va quand même s'adapter, puis il va quand même avoir des résultats, puis il peut avoir d'excellents résultats quand même de cette façon-là. Mm-hmm. De quelle façon, Hunz, tu l'as vu avec différents athlètes que tu coaches, que ce soit ce que tu vois de leur training qui est un peu hors de notre contrôle, parce que les athlètes avec lesquels tu travailles, c'est majoritairement en nutrition. Yes. Bientôt, ils vont en avoir en training avec l'ouverture de la branche athletics. En ce moment, il n'y en a pas. Mais tu vois différents plans d'entraînement. Tu es capable de te faire une idée sur ces plans-là, mais tu vois aussi différentes structures de nutrition que tu fais. De quelle façon est-ce que peut-être pour toi, le commitment d'un athlète ou le buy-in d'un athlète vient faire une différence sur les résultats qu'il y a. Parce qu'il y a des gars que tu dis comme le plan est basic as fuck, mais fuck, ça marche parce que le gars il est sérieux, right? Yes, 100%. Tu sais, j'ai plusieurs exemples en tête, mais mettons la première chose que je fais avec mes athlètes, puis je pense que c'est une des choses qui est
vraiment, vraiment importante à avoir, c'est de créer une relation avec une athlète. C'est d'avoir une relation qui est quand même tight et importante parce que c'est arrivé souvent dans des discussions que j'ai eues avec du monde qui ils se font coacher puis ils n'ont pas l'impression d'avoir une relation, ils ont plus l'impression d'être un numéro ou d'être comme un, je sais pas comment l'expliquer, mais juste comme un plan parmi tant d'autres. Fait que, 100%. moi, puis on me le dit souvent, je suis un peu le nounours d'MVP, là, fait que je crée des relations avec les gars, beaucoup, mais j'aime ça, faire ça. J'aime vraiment, mettons, créer une relation, savoir c'est quoi leur passion, savoir c'est quoi qui vont les apporter à les motiver ou X, Y, Z là-dessus. Puis plus que ma relation est forte avec les gars, puis plus que je rends des résultats. C'est souvent la première chose que je veux faire, parce que même si je leur dis de déjeuner, dîner, souper ou de X, Y façon, si le gars croit pas en moi, même pas, c'est le terme, ben, il le fera pas, aussi simplement que ça. Absolument. Puis, tu sais, Nate, le terme nounours, moi puis Nate, on l'utilise souvent à la blague pour toi, mais tu sais, c'est un petit peu ça dans le processus de comment on fonctionne chez MVP maintenant, vu qu'on a une équipe de plusieurs coachs, comme des gars qui ont plus besoin d'un nounours, ben c'est toi qui vas les coacher, puis on est capable de fitter des bons gars avec les bons besoins, puis je pense que l'objectif de ça, c'est qu'il y a une meilleure connexion interpersonnelle entre toi et l'athlète, puis que tu réussisses à créer ce bind-là avec l'athlète. Parce que la réalité, c'est que les chances sont que toi, puis Max, puis Raph, puis Massé, pour le même athlète, vous feriez probablement à peu près la même chose ou vraiment très, très proche là, avec les informations que vous avez été capable de gather. La différence, c'est toi, avec certains athlètes, tu vas générer un meilleur buy-in, puis Massé, avec un autre athlète, va être capable de chercher un meilleur buy-in. Puis je pense vraiment, vraiment que c'est là que ça se passe. Non, c'est 100%. Il y a des fits aussi de coach, là. Comme si je comprends bien là, ce qu'on fait, quand Nate il prend un call, son objectif c'est de cibler les besoins d'un nouvel athlète qui va enroll avec MVP, mais c'est aussi de voir, OK, lui, il y a un great fit au Huns ou il y a un great fit au Raph ou Massy, etc. Ouais. Right? Ouais, 100%. 100%, puis de plus en plus qu'on grandit, de plus en plus c'est facile de faire ce fit-là, puis c'est de plus en plus facile aussi pour nous, en tant que coach, de coacher puis d'avoir des fits qui sont toujours de mieux en mieux, puis on génère de plus en plus de résultats face à ça. J'ai beau avoir beaucoup de compliance avec mes gars, mais chaque coach a des compliances différentes. On parle de Max qui est capable d'avoir des gars qui challenge de beaucoup, beaucoup plus. Moi qui est plus nounours, Raph qui est vraiment, vraiment plus dans la science. C'est le fun d'avoir cette diversité-là au niveau des coachs. Tu dirais que toi, c'est quoi ton style ou le type d'athlète avec lequel tu connectes le mieux? Il y en a quand même beaucoup. J'avoue que mes big boys, je les aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais O-line, D-line, backer, big boys, j'ai toujours eu du fun avec eux. Je comprends leur réalité, je comprends leur challenge. Fait que, gros nounours, vous comprenez, là. Ouais, exact. C'est facile à ce moment-là de faire une relation. Mais tu sais, pour de vrai, j'ai des liens avec plusieurs personnes. C'est juste de s'adapter puis de faire un peu le caméléon là, au final. 100%. Tu sais, je veux dire, c'est le rôle du coach d'être un social chameleon puis de venir s'adapter d'une personne à l'autre. Puis l'autre chose, c'est sûr que quelqu'un qui se rapproche de ce que tu as vécu puis tu as basically marché dans ses souliers, c'est bien plus facile de comme parler de ton expérience personnelle puis comment ça va aider cette personne-là. La même façon que des skills players, mais bam, pour toi, peut-être que c'est plus facile de connecter avec leurs besoins puis qu'est-ce qu'ils vivent sur le terrain. T'es comme, hey, t'es DB, voici ta situation, boum, boum, boum. Tu sais, quand tu fais papa, boum, boum, crossover, shit, boum. Exactement. C'est exactement ça, nos conversations. Mais, ouais, fait que c'est un petit peu ça. Absolument. Là, moi, j'ai l'impression de mieux connecter avec le type d'athlète qui est comme un peu plus lay-back, chill, receveur DB, là, tu sais, un peu plus chiller, là, mais comme qui veut c'est ceux qui te ressemblent. Exact. Puis c'est ceux qui te ressemblent. Puis à partir de là, je pense que pour l'athlète, je pense que c'est important de choisir un coach, tu sais, peut-être pour pousser choisir un coach ou une équipe de coach, right? Fait que si tu diriges, puis tu dis, regarde, moi, la façon de faire, puis la vision d'MVP, puis ce qu'il partage, j'y crois. Ça, c'est la première étape pour avoir des résultats, right? Comme quelqu'un qui écoute ça, qui voit cet extrait-là, puis qui dit, ben moi, tu sais quoi, je cherche un coach, mais ce que Marc, puis Bam, puis Huns disent, ça accroche pas avec moi, puis comme, hey, ils sont bons, ils génèrent des résultats, mais ça accroche pas avec moi. Viens pas travailler avec nous. Parce que si tu y crois pas, si ça accroche pas, t'auras pas le bind puis la constance
Hey, j'étais sur Do Not Disturb en plus. Alright, je suis désolé pour ça. Correct, c'est correct. Urgence. Mais peut-être. Mais ça va attendre. Anyways, ce que je disais était... Si Bam reçoit cet appel-là, il peut pas mettre Do Not Disturb, je pense. Non, moi, je peux pas. Mais ce que je disais, c'est juste que tu veux trouver une équipe puis un coach avec lequel tu vas croire d'avance. Right? Puis après ça, comme quand tu commences à travailler avec Unz, c'est comme, OK, ben Unz, moi, je crois en ses compétences de m'aider à avoir des résultats, puis ça va faire que ça marche. Peut-être, là, j'aimerais ça qu'on se dirige plus précisément, puis avec la partie de training, puis on parlera de nutrition ensuite, mais Bam, de quelle façon est-ce que tu vois ça concrètement dans le training? Tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, je l'ai vécu, right? J'arrivais d'un certain background de coaching en training, je me faisais coacher, puis j'étais bot de fucking, là. J'étais comme un disciple, puis comme tout ce que c'était pour moi, c'était comme Dieu qui me parlait, là. C'était ça. Puis les résultats que j'avais étaient incroyables. Mais j'étais tellement bought in. Ben, presque. Puis, mais ce que ça l'a fait, c'est que tout ce qu'il me disait, je le faisais, puis je le faisais bien, puis ça venait impacter tout le reste aussi. C'est comme, ben, je suis tellement engagé là-dedans que toutes les autres actions que je venais prendre faisaient que, comme, mon lifestyle overall était incroyable, puis ça a fait que j'avais des résultats. Puis après ça, à un autre moment, j'ai été coaché par quelqu'un d'autre, une approche que je croyais moins, que tout le monde autour de moi avait, ou presque, avait des résultats avec cette approche-là, mais pas moi, parce que moi, je rentrais là-dedans en me disant, man, j'y crois pas, blablabla, c'est de la merde. Puis je faisais le même plan, puis je mettais des efforts. J'allais dans le gym, puis je poussais fort, mais j'avais pas de résultats. T'sais. De quelle façon tu le vois dans ton coaching ou whatever? Pour commencer, faut rendre l'entraînement le fun. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs leviers à pousser, là, à tirer selon chaque individu. Mais numéro 1, il faut que ça soit le fun. Il faut que ça soit stimulant en quelque part. Puis éventuellement, il faut que ce fun-là se traduise en un désir de repousser ses limites à l'entraînement. Fait que pour certaines personnes, ça va être de gamified ça. Pour d'autres, ça va être de rendre les résultats le plus tangibles possible de session en session. Pour d'autres, ça va être d'arriver avec des données, des data plus précises. Hey, check, dans les 4 dernières semaines, regarde comment ton XYZ a évolué, regarde comment ton squat a évolué, regarde comment ton vertical jump a évolué. Et après ça, il y a une roue qui se met à tourner un peu d'elle-même une fois que ça est fait. Mais c'est un incontournable, il faut que ça soit le fun. Mm-hmm. Puis, Unz, en nutrition, peut-être, de quelle façon est-ce que tu l'as vu avec des gars, l'impact de cette constance-là? Puis, tu sais, quand je parle de constance, ça veut pas dire d'être parfait tout le temps, là. Il y en a pour qui, peut-être, que leur constance, c'est 80-20, right? Il y en a d'autres, c'est 90-10, puis il y en a d'autres, c'est genre 98-2, là. Comme il y en a qui sont 100%. Comment tu vois ça, puis comment est-ce que ça a un impact sur ton coaching et les résultats de l'athlète? Comment je vois ça? Ben, c'est sûr, la première des choses, comment je pourrais l'apporter? Première des choses que tu vas faire, c'est que c'est une structure ou quelque chose que l'athlète va croire, ça c'est sûr et certain, mais il faut que tu lui rendes ça le fun, dans le sens que c'est bien beau d'écrire, de mettre, mettons, protéines, carbs, lipides, mais si l'athlète, il déteste manger ça séparément, il faut que tu trouves une façon d'y montrer que c'est possible d'avoir des repas qui sont le fun, qui sont plaisants, qui sont accrocheurs pour lui. Tu sais, souvent, le problème, mettons, que la première chose qui me vient en tête, c'est avec mes big boys, manger genre viande, riz, puis des affaires, mettons, toutes séparées, ça peut devenir plate pour eux, puis souvent les big boys aiment ça manger. Là, les fat sauts, man, les ça de porc. 100%, mais faut rendre ça le fun. Fait que tu peux trouver plein de mille une façons de faire. Fait que tu sais, un petit peu, hein. Mais genre, tu sépares ta bouffe en leur faisant des exemples, genre, hey, écoute, avec ma viande, avec mon riz, avec mes affaires, je me ferais des bols à la genre de poulet rouge, ou genre, je prendrais mes légumes, je prendrais le laitue, puis je ferais des tacos, des affaires comme ça. Juste, comme Bam dit, rendre ça le fun, mais trouver une façon que l'athlète accroche à son plan, à sa structure, pardon, puis avance avec ça. Je pense que c'est la chose que je fais que j'essaie de tout ça faire. Bon point. Ça, c'est un bon point en nutrition. Puis j'avais la conversation avec un de mes anciens teammates qui joue dans la CFL, puis ce qu'il disait, c'est comme quoi il y a des gars qui mangent super bien, mais sont comme mangent des poitrines de poulet, genre cuits au four, pas d'épices, ou genre quasiment bouillis, puis mangent des brocolis bouillis ou stimés, puis c'est comme
c'est long, puis ils ont de la misère à finir leur repas, puis c'est comme, il n'y a aucune chance que si à chaque fois que tu manges 3 puis 4 fois par jour, puis tu manges fucking 3 puis 4 puis 5000 calories dans une journée, si ça goûte tout le temps mauvais, puis c'est tough, puis c'est sec, comme, il n'y a aucune chance que tu sois constant. Il y a un certain point où est-ce que tu vas avoir besoin de retirer un plaisir de la nourriture, parce que la nourriture, c'est pas juste, j'aimerais ça dire comme food is fuel, puis on s'en calisse du reste, mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Puis c'est là où est-ce que, moi, ce que tu viens de dire, de comme, hey, on trouve des façons que ce que tu manges, t'aimes ça, puis que ce soit facile, puis ton meal prep est facile, mais c'est bon, puis comme tu y prends goût, puis tu y prends plaisir, ça, c'est un des facteurs qui drive le compliance. Ça, c'est des affaires qui ont un impact pour vrai. C'est quoi vos meilleurs moyens là, en nutrition de rendre les repas ou la meal prep taste sans que ça sorte du plat? C'est sûr que, mettons, moi, si je commence de prendre le temps de parler avec les gars de genre des épices, des affaires comme ça, puis de quel genre de meal tu peux faire. Fait qu'exemple, tu prends de la dinde, tu peux faire des boulettes, tu peux faire de la dinde hachée, tu sais. D'y montrer les exemples, puis d'y montrer qu'il n'y a pas besoin de manger tout le temps du poulet brocoli riz, là, aussi. Là. D'y faire comprendre qu'il y a plus que juste ça dans la nutrition, ça aide souvent, mais épices... Là, j'ai mis Marc sur les savoureux là, récemment. Là, je voulais faire une plug. On n'a pas de partnership avec eux encore, mais éventuellement, il va en avoir un. Je les utilise depuis 2 semaines. Les épices, les savoureux, c'est fucking next level. Pour c'est vraiment taste, man. C'est vraiment, vraiment taste. Puis il y a rien de néfaste pour la santé d'un athlète là-dedans. Fait que ça, encore une fois, ça rajoute la compliance, ça rajoute des épices, ça fait en sorte que c'est plus facile à manger. Puis fait en sorte que les gars salivent quand ils voient leur repas. Là. C'est bien beau manger de la dinde puis du riz, mais faut que tu aies envie de la manger aussi à un moment donné. 100% parce que, tu sais, je veux dire, apprendre à cuisiner, c'est un skill comme un autre. Il faut que tu l'apprennes, puis il faut que tu le pratiques. Puis nous, notre rôle, c'est de te donner des trucs selon ce que t'aimes manger, right? Mais je te donne un exemple. La semaine passée, j'ai fait des hautes cuisses de poulet avec les épices thaï de ça. Fait que, j'ai-tu besoin d'être un grand cook pour mettre des épices, les rubber un peu sur mes hautes cuisses de poulet, mettre ça dans l'air fryer 18 minutes à 350, comme... C'est pas un big deal, puis next thing you know, j'ai cuit le paquet complet de 3,5 kg chez Costco, j'ai eu du poulet pour la semaine, ça a goûté bon toute la semaine, puis cette semaine, ben, j'ai répété la même chose avec un autre épice qui est genre les épices indiens. C'est comme, ben, man, it's really good. Puis là, la semaine d'après, je te donne un exemple, ce que j'ai fait des boulettes, mettons, de bœuf haché ou de bison haché, puis je prends les épices à steak de ceux-là. J'ai même pas besoin d'apprendre à comme, hey, tel, puis comme, d'avoir 8 épices ensemble qui font un bon mix. Comme avant, je le faisais, là, je prenais comme mes basics d'ail, d'oignon, de paprika, de curcuma, de sel, puis de poivre. Ça, c'était mon mix de base. Ça goûtait-tu bon? Non, mais c'était correct, right? Quand on parle de ça, il faut parler des sauces aussi, là. Parce qu'en affaire avec les viandes, puis ce que les gars vont souvent faire, c'est qu'ils vont acheter une viande cheap. Souvent, c'est quelque chose de sec aussi. Ou qui passe pas super bien au niveau de la texture. Ouais, de la dinde hachée. De la viande de cheval. Des trucs comme ça. Là, comme... C'est pas cher aussi en même temps. On travaille avec des athlètes, fait qu'ils n'ont pas le choix. Exact. Non, exact. Mais là, il faut les aider à ce que ça taste good. Là. Puis les sauces, je pense que c'est une des méthodes, des hacks là, qu'on peut leur amener. Ouais, puis il y en a plusieurs. Puis la réalité, c'est quelqu'un qui veut vraiment pas se casser la tête, là, puis qui sait pas cuisiner, puis t'as même pas envie de l'apprendre, tu veux juste être efficace avec ton meal prep. Là, comme il y a bien des sauces qui font la job. Puis, peut-être qu'à tour de rôle, on peut parler des trucs qu'on aime utiliser, mais moi, tout ce qui est moutarde. Dans le frigidaire, j'ai tout le temps comme une moutarde jaune, une moutarde de barbecue, puis une moutarde à l'oignon. J'ai tout le temps des spicy sauces. J'ai tout le temps de la sriracha, de la red hot, puis comme d'autres sauces. Là. Ma mère m'a acheté des petites bouteilles cute, genre avec des saveurs de genre 12 pays différents. It's cool. Sinon, il y a plusieurs athlètes qu'on coach qui utilisent, puis nous aussi, on utilise les fit sauces, mettons, qui 100%. Honnêtement sont fucking bonnes. C'est beaucoup plus dispendieux qu'un truc de moutarde, par contre. Mais comme tu veux que ce soit bon, ça va être bon. Puis à ce sujet-là, un petit scoop. Je sais pas si le podcast va être release où il vient d'être release, mais on va faire un reel. Dans le fond, on va faire qu'on fasse une recette de nacho avec la nouvelle sauce fit sauce au fromage. Il va falloir qu'on fasse un reel de ça pour le Super Bowl. Fait que l'épisode va être sorti, là, mais vous irez voir le reel in case. Ça va être, j'ai fucking hâte de l'essayer puis de le faire. Comme, on va faire un genre de MVP protein nacho puis on va essayer de faire une vidéo avec ça.
Ah, exact. Mais tu sais, Hunz. tu viens de plugger quelque chose aussi de fun, si je peux rebondir. Mais tu sais, le Super Bowl, c'est une question que beaucoup, on travaille avec majoritairement des gars de foot, là. Fait que c'est une question qui revient souvent de genre, qu'est-ce que je peux manger, des affaires comme ça. Puis tu sais, on a réussi à faire un genre de book que les gars utilisent. On a réussi à leur faire comprendre qu'ils peuvent mettre des sauces comme ça, des ailes de poulet, ou tu sais, de faire ça à la main. Fait que c'est cool d'avoir ce genre de compliance-là aussi. De comprendre que les gars veulent manger le Super Bowl, puis que nous, on s'ajuste à ça aussi. Ben oui. Moi, un des trucs là, que je donnais là, quand je coachais en nutrition back then, puis que j'essaie de plugger à chaque fois qu'il y a un group coaching, comme Parle-moi pas ce de ta matin. sauce soya, là. Non. La sauce soya, c'est fucking tasty. c'est vraiment tasty pour le moi aussi, j'en mets dans tout. Really tasty, mais c'est ça que j'allais vous parler. C'est d'utiliser tes macros puis de les passer dans ta sauce. Fait que tu sais, numéro 1, le plus simple, plus facile, tu prends du fucking miel. OK? Ouais. Fait que tu passes une coupe de portions de carbs avec du miel, avec quelque chose de thé. C'est pas obligé d'être du riz blanc. Honnêtement, entre du riz blanc et du miel, valeur nutritive, il n'y a pas une énorme différence. Puis vous me corrigerez, là, mais ça peut se sub très bien. Là. Dépendamment d'une personne à l'autre. Tu sais, si on parle de quelqu'un qui a pas d'appétit, c'est comme, ben, on va mettre du miel, ça va rentrer, ça va être fucking facile. Quelqu'un qui a un appétit de porc, c'est peut-être pas la solution, mais... Mais comme Exact. du miel et de la sauce soya ensemble, c'est comme la sauce la plus simple et facile à faire que tu peux tremper tes boulettes de whatever dessus, ton poulet là-dedans, ça va être moins sec, ça va être plus... Fallait qu'il y ait de la sauce soya. Évidemment. Je l'ai jamais essayé. Il y a plein de combinaisons comme ça que tu peux faire. Après ça, le yogourt grec. Le yogourt grec, dans bien des affaires, sub la mayonnaise dans bien des recettes de sauce. Fait comme on a vu un gars dans le off-season kick-off, ce matin, yogourt grec, sriracha, petite sauce légèrement épicée, manger. C'est sûr, c'est bon. Ah ouais, c'est super bon. Puis même les épices savoureux, moi, si j'en ai mis des épices savoureux avec du yogourt grec, ça te fait le genre de mayo random, des affaires comme ça. Je l'ai fait avec de la ranch. Là, je trempais mes veggies dans pas de ranch des savoureux avec un yogourt grec. Puis la réalité, c'est on parle encore des savoureux. Je l'avais fait avec ceux que j'avais acheté en bulk chez Bulk Barn. Là, Puis tu sais, quelqu'un qui aime pas manger, tu sais, t'as de la misère à manger tes légumes, mais là, t'es trempes dans la sauce ranch, ben, jack up tes protéines, puis that's it, c'est comme cool, là. Lui que je fais, là, qui me prend 15 secondes et quart, c'est yogourt grec, tahine, l'épice tagine. Ah ouais, hein? Juste ça. Juste ça. C'est ça, c'est bon. Moi, tout ce qui a du tahine, je suis vendu, mon gars. Vendu. C'est l'enfer. Tagine font aussi une sauce qui est liquide. Ouais, je l'ai vu, je l'ai pas essayé, par contre. Puis l'autre affaire, c'est la tzatziki maison. Yogourt grec, des cocombes diced up en cubes, un peu de jus de lime. Tu veux être fancy, tu mets un peu de poudre d'ail. Et that's it. Puis, next thing you know, ça vient de te rajouter des protes. Ça vient d'augmenter la quantité de protéines de ton repas. Fait comme, il y a des moyens. Il y a des moyens. Il faut juste que 100%. tu les essaies. Puis que tu découvres ce que toi t'aimes. C'est tous des petits trucs que, tu sais, nous, en tant que coach, c'est là que la compliance de nos clients est importante. C'est que c'est à nous de donner ce genre de petits trucs-là pour que les gars comprennent que la nutrition, c'est pas juste steak, c'est pas juste poulet, brocoli, riz, c'est plus... La science est plus complexe que ça, puis on peut en donner encore plus aux gars. Puis c'est vraiment facile, right? Puis là, on a parlé plein d'épices, puis de sauces, puis peut-être juste pour comme donner des idées à quelqu'un qui écouterait, mais comme... Man, t'es tanné de manger ta viande hachée sec, fais-toi genre une sauce tomate là, loadée de viande hachée, ou fais-toi un chili genre maison loadé de viande hachée, ou fais-toi, man, un rôti de palette, ou fais cuire tes poitrines de poulet que d'habitude t'es cuises tout le temps sec, fais-les cuire dans le slow cooker avec de la salsa ou genre une sauce barbecue faible en sucre, tu les filoches, t'as un genre de poulet filoché, puis tantôt, tu parlais de genre lettuce wrap tacos, ben boum, t'as quelque chose de cool. Fait, tu peux faire un curry avec du lait de coco, ça va compter comme quelques portions de fat, parce que c'est un corps gras. Et tu fais cuire tes cubes de poulet là-dedans avec un mélange d'épices. Tu le laisses cuire tranquillement pendant un certain moment, puis c'est tellement taste. Le bon vieux hack aussi, quand ton riz s'en vient à la fin, tu rajoutes un œuf dedans, tu fais un riz frit. Tu mets ta viande, tu prends ton riz, tu mets un œuf, tu viens de te faire un riz frit, c'est fini. C'est vrai. Ça, c'est parle-moi pas sur le riz frit, là.
Fait que, tu sais, anyways, je pense qu'on vient de donner quand même des bons tips en nutrition, puis c'est des trucs basiques, puis le but, c'était pas de faire un épisode sur les hacks en nutrition pour que ça goûte bon, mais si ça goûte bon, le compliance puis la constance va être là. C'est comme, pourquoi t'aurais besoin d'aller piger dans autre chose si t'es capable de faire des trucs qui goûtent bon? Pour moi, c'est comme, j'ai envie de dessert, je me fais un cream of rice, là, puis je suis comme, je suis heureux, mon gars, là, je suis heureux, là. Fait que, tu sais, après ça, c'est de voir d'une personne à l'autre comment est-ce qu'on le gère. Puis, mais moi, ce que je serais curieux, Bam, c'est peut-être des gars que tu coaches en training. S'il y a quelqu'un, là, tu lui fais un plan, puis la réalité, c'est que tu crées le plan premier, puis tu sais, tu veux le driver pour que l'athlète aime son plan. Mais si t'écris, puis après 2 semaines, il est comme coach, ça fait 2 semaines que je fais ça, man, c'est de la style de merde, ça me fait chier, puis comme, c'est compliqué me setup, les setups sont compliqués, c'est long, je prends trop de temps dans le gym, puis honnêtement, j'aime juste pas ce que je fais, comme. Ça m'est jamais arrivé. Parce que moi, je me souviens, je me faisais coacher. Je me faisais coacher, puis là, il y a un moment où est-ce que je nommerai pas le mouvement pour pas cibler le coach, mais j'avais un mouvement en particulier, puis pendant genre 12 semaines, je l'avais, le même mouvement, puis je détestais le mouvement. C'était la merde. Ouais. Écoute, ça m'est jamais arrivé parce que le plan, quand je le monte, je rencontre l'athlète en premier, puis je prends le temps de demander qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime faire, y a-t-il des trucs qu'il aime moins faire? Et dans l'agencement des sessions aussi, je m'assure qu'il y ait un certain flow, qu'il n'y ait pas de setup qui fait en sorte que la personne est obligée de courir à gauche, à droite dans le gym. Il y a un superset de upper body, par exemple. Tu sais, c'est tellement simple. On utilise un cable pour faire un mouvement d'upper body. Ben, je m'arrange pour que le deuxième mouvement en superset utilise un cable aussi. Puis il n'y a pas besoin de monopoliser le gym puis faire chier tout le monde. Non, puis plus loin que ça, le cable, il est setup haut. Ben, je m'arrange pour que les deux mouvements soient faits avec un setup pour que ton cable est haut. Parce que moi, il n'y a rien qui me fait plus chier que monter, descendre mon cable. Ouais. Pour de vrai, entre un superset, moi, ça me gaze. Moi, ça me gaze. Et comme, je m'assure de savoir ce que l'athlète n'aime pas faire au début. Puis après, il y a des choses, il y a des incontournables, il y a des choses qui vont être inévitables dans un plan d'entraînement. Tu as parlé de faire le même mouvement durant 12 semaines. Je fais jamais le même mouvement durant 12 semaines de suite, mais j'utilise le même movement pattern. Puis il va y avoir des variations qui vont rendre le mouvement légèrement différent, mais ça va être un mouvement pattern très similaire durant à coup de 16 semaines, moi, personnellement, que j'utilise. Fait que si on commence avec un mouvement de deadlift, on va peut-être le commencer en déficit, deadlift, RDL, RDL par la suite sans déficit, va peut-être devenir un deadlift, va peut-être devenir un high pull, par exemple, dépendamment des objectifs. C'est le même pattern pendant 12 semaines. Ton corps, pendant 12 semaines, il fait un mouvement de hinge. Okay? C'est pas parce que tu fais un déficit RDL que c'est bien différent pour ton corps qu'un high pull. Mais juste cette petite variation-là vient apporter une stimulation différente de mois en mois. J'essaie d'apporter une certaine variété, puis j'essaie d'apporter une certaine variété de semaine en semaine aussi, par moment, avec des fois des rep schemes qui vont changer un petit peu à chaque semaine. Avec des petites variétés qui font en sorte que l'athlète arrive, puis c'est pas tout à fait exactement la même expérience que la semaine d'avant, mais si tu veux des résultats, il va falloir que tu répètes certaines choses over time. Ça, c'est pas juste plug and play des sessions différentes tout le temps. Non, ça s'appelle du CrossFit. Alright, ça c'est la cote qu'on met sur Instagram. Puis on rit, mais man, les athlètes de CrossFit, ils s'entraînent comme des malades. Là. Ils défient tous les principes. Pour de vrai, là, le CrossFit doit être hate par les strength trainers au travers du monde parce qu'ils défient toutes les règles de périodisation et de progressive overload et whatever. Puis les gars, c'est des fucking beasts pareils. Puis les filles, c'est des fucking beasts pareils. Moi, je trouve sincèrement qu'ils ont les shapes les plus incroyables. Genre, sont belles, sont lean, mais sont athlétiques, puis ils bougent, puis ils sont capables de tout faire. Puis comme, je suis fucking impressionné. Ça m'intéresse pas d'en faire, mais ils sont fucking impressionnants. Puis ça revient à ce qu'on a dit au début. Ça fonctionne pas parce que les plans sont incroyables, mais c'est parce qu'il y a un système d'entraînement qui est le fun. Il y a une communauté qui te back quand tu vas faire tes entraînements. Tu as un petit groupe qui va te pousser. Tout est axé à chaque entraînement sur le dépassement de soi ou d'aller plus vite ou faire plus de reps. Oui.
Fait que ça amène le monde à vraiment se dépasser à chaque session. Puis même si il y a, pour moi, en termes d'entraînement, progression, whatever, c'est loin d'être optimal, mais ils ont des résultats parce que le buy-in est incroyable. Il n'y a personne qui va autant défendre le CrossFit qu'un CrossFitter. Là. Ça, je pense que dans le monde du fitness, le CrossFit est comme une bête noire un peu. Là, mais quand quelqu'un est un CrossFitter, il va le défendre à 100%, puis il y a un buy-in à 100% dans ce sport-là. Même si tu l'as dit, il y a des lois qui sont pas respectées dans le monde du fitness. Mais... C'est comme quand moi j'étais vegan, man. Je défendais le véganisme à tout prix, mon gars. J'étais tellement fatiguant, je me suis fait des ennemis avec ça. Je me souviens, puis toi, tu t'en souviens peut-être pas, mais il y a même une fois que tu m'ostinais pour me faire dire que le tofu plain, ça avait un goût et que c'était bon. C'est pas vrai, ça. J'en ai entendu parler même dans mon gym, man, que t'étais têtu sur ton vegan. Je te jure, je suis capable de dire c'était où, c'était quand, puis que je t'ai répondu. C'est bon, ça. Puis, anyways, OK, c'est parce que je savais le cuisiner. OK. J'avais une petite poudre de fée. Charlotte savait le cuisiner. Ah, peut-être. Non. Merci, la femme. Ouais. 100%. Mais après ça, tu sais, l'autre chose, c'est niaiseux, mais en parlant du CrossFit, une des choses que tu as mentionné qui, pour moi, a un énorme impact sur le compliance et les résultats d'athlètes qu'on coach ou qu'on ne coach pas, là, c'est l'aspect de communauté. D'avoir du monde autour de toi qui vivent une réalité similaire à la tienne, c'est énorme. C'est pas pour rien que, tu sais, je te donne un exemple, le groupe de nutrition qu'on fait avec Limoilou, quand t'as le 3/4 ou l'équipe au complet qui amène ses lunchs, qui fait ses shit, puis que hey, les gars s'entraînent fort, s'entraînent bien, puis on build une certaine culture autour de ça, puis c'est comme attendu du monde autour de toi que hey, moi je fais bien mes choses, ça a un énorme impact, cet aspect de communauté-là. Puis on le voit dans le kick-off de monde que hey, moi j'ai pas de teammates, je connais pas grand monde qui le font, mais je vais parler avec d'autres gars. Ou des contextes comme tu sais, peu importe, des gars qu'on coach, puis si t'en as vu, tu coaches un gars, puis pas longtemps après, il y a un de ses amis qui embarque, puis là, les deux se poussent, puis se craignent ensemble. Fait qu'ils ont des structures différentes, ils ont des réalités différentes, mais de se pousser un l'autre ensemble va aider à driver les résultats. Puis c'est comme, bon, mais il y en a plein, là, man, je pense à Bishop, il y a un moment où est-ce qu'on coachait beaucoup de gars à Bishop, puis il y avait des fois, il y avait des maisons de 3-4 gars qui habitaient ensemble, puis il y a soit qui travaillaient avec MVP ou il y avait déjà travaillé avec MVP, comme le fridge devait être on point, puis c'est des gars qui, leur environnement puis leur communauté à la maison faisait qu'ils avaient plus de résultats, right? Fait que ça, c'est un autre aspect qui est à ne pas négliger, honnêtement, de comme t'entourer de monde avec des objectifs similaires qui veulent vivre une réalité similaire. 100%, puis ça devient aussi plus fun quand t'es un coach de coacher ça. Tu sais, je pense à mes gars de Tedford, j'avais quatre gars de Tedford qui étaient tout le temps ensemble, qui parlaient ensemble, tout ça, puis tu sais, le vibe, oui, ils ont des résultats, tout ça, mais même moi, j'embarquais dans la petite communauté, puis c'était le fun de parler avec eux, d'avoir des résultats, puis de voir, OK, lui fait ça, lui fait ci, lui fait ça, puis on buildait quelque chose ensemble, puis c'était vraiment cool. Puis quand t'as un petit groupe, des affaires comme ça, la compliance, c'est vraiment le fun aussi. Ouais, good stuff. Puis à partir de là, je sais pas si vous avez des exemples de les différences de résultats entre deux gars qui ont des cas similaires, des objectifs similaires, des stratégies similaires, mais un que tu le vois très bien, là, il est buy-in à fond puis il fait tout, puis l'autre qui a une aussi bonne structure, mais le buy-in n'est pas tout à fait là. Peut-être que ça impacte l'effort, whatever. Avez-vous des exemples comme ça, soit BAM en training ou en nutrition? Ben, moi, c'est sûr et certain que j'ai Félix Dallaire, là, qui est mon chouchou. Je pense que j'en ai parlé souvent. Là, mais ce gars-là a un buy-in incroyable. C'est fou, cinglé. Puis il a eu des résultats complètement ridicules. Là. Il commençait à 2,60. Il est descendu à 2,30. Puis on a réussi à le descendre à 2,10 officiellement là, après même pas un an de travail. Là. Mais le gars a buy-in. C'est fou. Tu sais, j'ai d'autres gars en tête ils ont des résultats, ils ont travaillé, mais tu sais, mon buy-in a été plus long à aller chercher, mettons, que ça a pris 1 mois ou 2 ou 3, tu sais, avant qu'on commence à embarquer dans le processus. Puis quand le processus est embarqué, les résultats sont venus avec, mais tu vois que les résultats n'ont pas été les mêmes parce que, mettons, Félix Dallaire, la première journée, le lendemain matin, j'avais des questions, des questions, des photos de repas. Ouais, exact. J'avais du grind qui venait tout de suite. C'était vraiment cool, ça. Ouais, puis comme ça, c'est une place où est-ce que je voulais diriger la discussion un peu plus tard, là, mais comme l'importance de démontrer que ce qu'on fait fonctionne avant que ça fonctionne.
Mais là, ce qui est arrivé avec ton athlète, c'est qu'il a commencé à avoir des résultats aussi quand même rapidement, puis quand même important. Fait qu'à partir de là, ça a dû être juste un effet snowball, là. Ouais, 100%. 100%. Là, Eh oui. c'est... La première Qu'est-ce fois que que... je l'ai montré à l'équipe, comme j'ai dit, il était environ 2,30. Puis, genre 2 semaines après, il avait encore perdu du poids. Puis ça a pas arrêté. Là. Qu'est-ce qui a fait que son buy-in a été rapide, contrairement à d'autres athlètes que ça prend plus de temps? C'est quoi la différence? Je pense qu'il y a deux choses. Là. C'est sûr que de base, il y en a des athlètes qui arrivent et qui ont comme une volonté de faire. Là. Quand il est arrivé dans le kick-off, qu'on fait le meeting, dans le fond, le premier meeting ensemble, puis tu voyais dans ses yeux qu'il avait envie de perdre du poids, puis ça se ressentait. Mais je pense que j'ai planté une bonne graine aussi dans ce meeting-là, où que je l'ai craqué de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis le terme n'était peut-être pas le bon, excuse, dans le sens que on a réussi je l'ai craqué de plus en plus, dans le fond, dans ce meeting-là, pour lui faire comprendre que plus vite qu'il embarquait, plus vite que ça allait être, ses résultats allaient embarquer aussi. Oui, puis la réalité, c'est souvent, quand un athlète commence avec un coach, il y a la motivation à fond. Puis cette motivation-là, il faut réussir à l'utiliser pour générer des résultats rapides, pour développer comme cet effet boule de neige-là de « OK, là, j'ai des résultats, là, je suis motivé, là, ça marche. » Puis comme, on build un momentum là-dessus. Puis ça, c'est extrêmement powerful de comme voir « Hey, ça fait une semaine, je me sens déjà plus light. Ça fait une semaine, je me sens plus explosif quand je sprint. » Comme, ça a un impact aussi. Avez-vous des façons de rendre ça systématique en nutrition? Soit de setter des objectifs ou de démontrer que, regarde, ça, on fait ça parce que ça va apporter X, Y, Z. Est-ce que vous le rationalisez côté plus scientifique comme RAF, BUSC ou de quelle façon est-ce que vous amenez cette croyance-là que ce qu'on fait ou ce que vous donnez à faire à vos athlètes va fonctionner? La façon dont je le vois, OK, c'est que la première chose qui nous aide avant même qu'un athlète commence à travailler avec nous, c'est avec le social proof qu'on met sur les réseaux sociaux, les athlètes se disent « OK, ben, travailler avec MVP, ça marche. » Fait qu'un athlète commence avec nous puis il s'attend déjà à avoir des résultats comme ceux qu'on partage, les témoignages qu'on reçoit et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Les gars ont ces attentes-là que ça va marcher. Ensuite de ça, c'est selon les objectifs de l'athlète, c'est d'être capable d'y parler de « OK, voici ton point de départ, voici l'objectif où est-ce qu'on veut se rendre, puis voici les stepping stones puis les milestones qu'on veut accomplir entre maintenant puis là. Puis après ça, c'est comment est-ce qu'on va y arriver. Fait qu'on va expliquer le processus. Puis tu sais, d'expliquer la partie scientifique ou pas, ça dépend d'un athlète à l'autre. Il y en a là, honnêtement, ils s'en contrefoutent. Donc, je m'en fous, dis-moi quoi faire, je le fais, j'ai les résultats, puis that's it. Puis il y en a d'autres qui veulent comprendre le pourquoi, du comment, du quand, de comme tout comprendre. Puis de venir nous s'adapter à ça va avoir un énorme impact. Puis l'autre chose, c'est d'expliquer aux athlètes, puis ça, je pense que ça vient de l'expérience qu'on a, c'est leur expliquer comment ils vont se sentir, à quoi ils peuvent s'attendre dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 2 semaines. Puis, fait que je te donne un exemple, OK? Quelqu'un qui commence à travailler avec nous, qui mange tout le temps comme mal au déjeuner, puis qui a l'habitude de juste manger beaucoup trop de carbs, pas assez de protéines, et ainsi de suite. Puis là, on est comme, OK, regarde, peut-être tu vas manger plus de protéines au déjeuner, choisir telle structure, tel type d'aliment, blablabla. Puis, il dire, ben regarde, la première chose qui risque d'arriver, là, c'est que tu vas sentir que, hey, tu n'auras pas des cravings, tu ne seras pas affamé entre le déjeuner et le dîner, par exemple. Puis l'autre chose, c'est que tu risques d'avoir plus d'énergie, être plus constant, avoir une énergie qui est plus stable à l'école. Ou, puis tu vas peut-être te dire, ah, les premières fois que tu vas t'entraîner puis que tu n'auras pas mangé beaucoup de carbs avant, ça se peut que tu te sentes, tu sais, que tu sentes que ton entraînement est plus tough, mais ça va passer. Puis voici comment tu vas te sentir ensuite, puis quel impact ça va avoir. Fait que lui, il est comme, OK, je sais à quoi m'attendre. Là, il vit, il ressent, puis il est comme, oh shit, mon coach avait raison, comme il savait exactement ce qui allait se passer. Puis là, il build un momentum de, OK, comme là, ce qu'il me dit, c'est ce qui arrive. Puis là, on met les choses en place pour que ça arrive de cette façon-là. Fait que des fois, c'est de créer des attentes qui sont réalistes, puis d'expliquer comme, ça va arriver, c'est le fun, tu vas te sentir bien. Ça se peut que ce soit plus tough, puis voici, tu sais, comme, tu peux t'y attendre, puis voici les stratégies pour que ce soit le moins tough possible. De quelle façon tu le fais avec les athlètes que toi, tu coaches, Huns, qui est peut-être différent?
de Marc? Ben, mettons, l'expliquer, c'est 100% vrai. Marc a 100% raison, mais moi, j'aime beaucoup l'expliquer. J'aime aussi le comparer. L'humain se compare tout le temps, là. C'est vrai. Fait que souvent, plus que j'ai coaché de gars, plus que j'avais des cas, différents, mais des cas qui sont un petit peu similaires. Fait que, des gars mettons, qui voulaient prendre du poids, je fais, ben, écoute, j'ai cet athlète-là qui a réussi à faire ça en tant de semaines. Il réussissait à faire X, Y, Z correctement. Fait que tu as des preuves, comme Marc a dit. Puis, sinon, juste d'être réactif. Là. Moi, quand, mettons, un athlète m'écrivait ou quelque chose comme ça, hey, tu m'avais dit qu'il y avait ça qui arrivait, mais finalement, il y a d'autres choses qui arrivent. Qu'est-ce que je dois faire? C'est sûr que tu le laisses planer pendant une semaine, ben, tu viens de perdre ton buy-in de ton athlète, alors que si tu réponds assez rapidement, ou que tu t'embarques, tu lui expliques assez rapidement, ben déjà là, ton athlète voit que toi, tu as un buy-in envers lui, ce qui fait qu'il va t'ordonner la même chose au final. Puis ça, c'est gros. T'sais. On peut pas vouloir plus que l'athlète, mais que l'athlète voit que tu veux, puis que tu es là, puis tu vas faire le travail avec lui. Je pense que ça a un énorme impact aussi. 100%. Ouais. 100%. Le truc de comparer avec un athlète similaire, là, j'aime ça. Je vais utiliser ça dans mon entraînement après. Là. C'est sûr. Ben, quand t'as des cas qui ont gros, mettons, là, je sais pas si on peut nommer des noms, mais quand on a posté Jordan Lessard, là, j'ai eu plein de monde qui m'ont écrit, genre, hey, j'aimerais ça que genre, ça, j'aimerais ça que ça m'arrive. Mais tu sais, le monde look up tout ça de quelqu'un, ils veulent se comparer. Fait que, tu sais, des cas comme Félix, ben, je l'ai montré à 2-3 autres personnes qui voulaient perdre du poids. Ben, je dis, regarde, si tu réussis à faire ça correctement comme lui a fait, tu vas pouvoir perdre 60 livres en une année. Fait que, tu sais, c'est gros, ça aussi, le comparatif. Le monde se compare, puis ils voient que tu as des résultats, puis c'est le fun pour eux. Vraiment. Le défi, c'est de garder ça sain, parce qu'il y a des athlètes pour qui la comparaison devient malsain, puis je pense que c'est notre rôle de comme dire, OK, ben lui, ça va l'aider, lui, ben on le fera pas parce que ça l'aidera pas, tu sais. Fait que... 100%. Puis ça vient de notre premier meeting aussi, de voir comment l'athlète est. Est-ce que c'est un athlète qui est plus anxieux? Est-ce que c'est un athlète qui a de la drive? Est-ce que, tu sais, faut que tu vois un petit peu comment le feeling que tu as avec ton athlète, puis tu peux savoir, tu sais, je le fais pas avec tout le monde, mais les personnes qui sont craquées à avoir un comparatif, ça les craint encore plus souvent. Fait que c'est le fun d'avoir cette énergie-là de plus. En training, c'est un peu différent. Parce que des fois, les résultats sont moins visibles ou peuvent prendre du temps avant de se concrétiser. Mais si l'athlète fait bien les choses, il va avoir des telltale signs à quelque part dans son entraînement ou dans son sport qui est, OK, c'est des petits changements qui me disent que ce que je fais fonctionne, a un effet, puis more is coming up. Pour moi, la première chose, c'est le G du game protocol, qui est le gauge, avec l'athletic assessment, pour dire, OK, on fait un snapshot, voici où est-ce qu'on est en ce moment dans ton profil athlétique, voici les low-hanging fruit. Fait que déjà là, juste de dire, OK, il y a ça, que ça lack comparé au reste de ton profil athlétique, ça peut donner des bons focus à l'athlète de se dire, OK, ça lui donne comme des side quests ou des sous-objectifs qui est au final l'objectif de tout le monde avec qui je travaille, tous les athlètes de foot, c'est d'être un meilleur joueur de foot. Mais les sous-objectifs puis le chemin pour s'y rendre est complètement différent. Fait que le but du gauge, c'est d'établir c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qui s'en vient avec eux. Puis de dire, OK, ça, c'est ton chemin. Parce que faut que tu travailles X, Y, Z selon notre gauge en ce moment. Et ça, c'est juste un premier gauge, un premier assessment, c'est un premier look. Parce qu'après ça, en entraînement, ce que j'aime, ce qui est nice, c'est que à chaque workout qui est log ou à chaque mois, à chaque meeting, je suis toujours en train de reassess. OK, l'athlète est rendu où? OK, as-tu progressé à telle place? OK, il a vraiment progressé là. On va aller plus vite en termes de force. Mais par contre, sa mobilité en telle affaire, ça se passe pas. On va double down de ce côté-là. Et après, c'est là que ça devient vraiment un art. Mais la première étape pour moi pour créer ce buy-in-là, en termes de OK, je vais avoir des résultats, c'est de dire tu vas avoir des résultats parce que ça, ce qu'on travaille, c'est propre à toi. 100%. Mais une autre chose que tu m'as fait penser aussi, c'est de comprendre leur why, leur pourquoi. C'est une des choses que j'essaie de vraiment bien faire, c'est de comprendre pourquoi ils ont fait affaire avec nous. Est-ce que c'est juste pour avoir des résultats physiques? Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu une saison de crotte l'année d'avant? Est-ce qu'ils veulent genre step in? Est-ce qu'ils rentrent universitaire? De comprendre leur pourquoi, puis de travailler
en ligne directe avec leur pourquoi fait souvent aussi que leur buy-in est plus gros. Comme tu as dit, si tu fais un assessment puis ton athlète il revient d'une blessure, ben, tu comprends pourquoi il fait affaire avec toi, puis tu vas pouvoir travailler dans le même sens que ça, puis l'aider au final. Beaucoup plus. Solide. Après, une autre chose qui est importante, je pense, c'est de rendre les résultats tangibles, même s'ils sont moindres au début et de façon constante. Parce que si on faisait juste un assessment à tous les 4 mois, ben la motivation et la discipline ont le temps de changer et de diminuer. Mais d'être capable de dire de semaine en semaine, hey, regarde, tu as fait un small improvement à telle place. OK, tu as fait un small improvement à telle place. En training, de ce côté-là, c'est beaucoup plus facile, je pense, parce que pendant 4 semaines, la plupart du temps, un athlète va avoir un mouvement similaire, puis il va pouvoir le progresser. Puis je vais être capable de dire, hey, regarde, ton RDL, tu as été capable de faire 2 reps de plus avec le même poids. C'est une forme de progression. Et ton RDL, tu as fait le même nombre de reps, tu as mis plus de poids. Et ton RDL, le poids que tu prenais avant en deadlift, tu le fais en RDL maintenant, puis c'est plus tough. Il y a une progression. Et de ce côté-là, pour les athlètes, je pense que c'est plus facile à créer, mais en nutrition, je pense qu'un des systèmes qu'on utilise chez MVP, c'est le check-in. Est-ce que vous voulez comme développer là-dessus? Ouais, ben sans te contredire, oui, ça doit être plus facile en training sûrement, mais je trouve ça quand même aussi facile de l'apporter en nutrition puis en lifestyle en général. Dans le sens que, tu sais, comme tu as dit, on a un check-in, puis dans la partie win, c'est de faire comprendre à l'athlète que cette partie-là est vraiment, vraiment importante, mais les wins peuvent être vraiment, le terme niaiseux, c'est le premier qui me vient en tête, mais petite, puis c'est pas ça le terme, mais tu sais, t'as réussi à déjeuner toute la semaine avec le déjeuner que je t'ai donné cette semaine, c'est énorme. Puis il y en a pour qui c'est énorme, puis il y en a d'autres que c'est juste genre j'ai réussi à me lever le matin sans snoozer, puis juste de mettre de l'accent sur ces wins-là, puis de leur faire comprendre que c'est important, puis qu'ils passent à la prochaine étape, puis de leur donner un challenge, puis de leur donner une source de motivation, un challenge à chaque semaine. Je pense que ça se fait super bien, autant en nutrition qu'en training. En tout cas, moi, je trouve que ça se fait super bien, puis je pense réussir à trouver des petites affaires que les gars, je peux les féliciter, puis leur trouver une motivation pour la semaine d'après, pour la semaine d'après, pour la semaine d'après. Puis j'ai commencé beaucoup dans les follow-up meetings, là, à utiliser genre c'est quoi ton défi pour le prochain mois, puis de travailler fort, tout le temps dans cette ligne-là, parce que au début, ce que j'ai remarqué, c'est que les gars, mettons, le premier mois, ont un défi, puis je travaillais sur ce défi-là pendant 1, 2, 3 mois, puis je me rends compte que des fois, les gars, au 3e mois, ben, ils n'ont plus le même vouloir, ils ont changé de vision, ils ont des affaires qui ont changé, la vie change en général là, à chaque mois. Fait que j'utilisais tout le temps ce petit monthly challenge-là qui fait en sorte que les gars embarquent de plus en plus aussi. Puis tu sais, pour renforcer le check-in après ça, il y a des données qui sont plus objectives qui vont motiver certains gars, tu sais. Des gars qui vont prendre leurs photos, puis sont comme comparent leurs photos week to week, puis sont comme man, j'ai vraiment progressé. Il y en a pour qui le poids sur la balance les motive beaucoup. Il y en a d'autres pour qui c'est zéro, tu sais, comme on n'en parle même pas du poids sur la balance parce que c'est pas ça qui est important. Les PR qui vont hit des fois dans le gym sont comme man, comme là, je me fie au bien puis je hit des PR. Puis il y a des données qu'on cumule qui sont subjectives, d'autres qui sont objectives, mais des choses qu'on voit des progrès tangibles pour l'athlète, c'est une des choses qui drive le compliance, comme avoir des résultats, ça motive. Avoir des résultats, ça drive, puis ça donne envie de continuer. Puis c'est une des choses qu'on s'assure de faire à travers les check-ins. Puis s'il n'y en a pas, ben on corrige le tir pour s'assurer qu'il y en a, right? Puis je pense que c'est là où est-ce que ça se passe vraiment. Mais de mon côté, s'il n'y en a pas, ben, il y en a tout le temps. Il y a toujours une petite affaire que tu es capable d'embarquer dans ton athlète pour qu'il n'y ait pas une semaine de marde, qui se sente mal ou tout. Mais tu as toujours une petite affaire que tu peux lui dire, genre, hey, good job, t'as fait ça. Puis on embarque sur la semaine prochaine, puis on améliore X, Y, Z encore plus. Yeah, 100%. Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre que Uns, tu voulais qu'on discute, qu'on n'a pas abordé. Là. Mais man, moi, je pense qu'on a eu une belle conversation. Ça a fait le tour, puis on a donné plus de tips, plus de façons de faire, peut-être, qui peuvent aider certains athlètes. Ce qui n'était pas le but de l'épisode que je me rends compte qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment parlé de notre service chez MVP. Puis je pense qu'on l'a jamais fait en je sais pas combien d'épisodes du podcast. Là, on a parlé de ce qu'on fait puis de notre coaching. D'habitude, on le fait pas. Tant mieux. Je veux dire,
l'objectif était juste de parler de constance et de compliance. Puis next thing you know, ben, un coach, c'est vraiment ça que ça fait. Là. Je veux dire, ça te tient redevable, tu as des comptes à y rendre, puis ça l'aide avec tes compliance. Fait que je suis pas contre le fait que la conversation ait pris cette tournure-là, mais I think that's it, Huns. Pour moi, ça va. Good stuff. Good stuff. Fait que we'll call it quits. La semaine prochaine, il va y avoir un épisode plus focus, si on veut, sur la nutrition, les calories, les macronutriments. Puis, on va arriver déjà à l'épisode 3 de notre nouvelle formule, nouvelle saison du MVP Performance Podcast. So, merci pour votre écoute. That's a wrap. Peace. Peace. J'aime les raps.